Regards, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillot-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Frédéric Bonnet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes architecte et urbaniste, Grand Prix de l'urbanisme en 2014 et membre titulaire de l'Académie d'architecture. Alors au début du mouvement des Gilets jaunes, la question territoriale était très présente. On a même parlé de fracture territoriale, de territoires oubliés. C'est une réalité selon vous? Est-ce qu'il y a les métropoles qui gagnent versus les périphéries qui perdent? Ou c'est une caricature? Alors c'est une caricature de toute évidence. D'une part pour plein de raisons. D'abord parce qu'à l'intérieur des métropoles, il y a des grandes inégalités aussi. Et la grande pauvreté en fait est plutôt concentrée dans les métropoles. Les gens qui sont le plus en galère sont plutôt dans les grandes agglomérations. Ça c'est un fait, hein. C'est les données enfin c'est pas les données, mais il suffit aussi de se promener dans les grandes villes pour comprendre qu'il y a un grand désarroi et des grandes inégalités sociales, bien évidemment. Et d'autre part, il y a des territoires qu'on dit périurbains ou ruraux qui ont des caractéristiques extrêmement contrastées. Il y a beaucoup de territoires périurbains, par exemple, qui sont riches, enfin riches, qu'est-ce que ça veut dire, on ne sait pas, mais en tout cas, en termes de revenus, qui sont beaucoup plus riches que la moyenne nationale. Alors, il n'en demeure pas moins qu'il y a des inégalités entre les territoires. Alors, il y a des inégalités de revenus. Après, tout ça, c'est des moyennes. Moi, pour être quelqu'un qui est un peu très engagé sur la question territoriale, je me méfie un peu des approches qui constituent à envisager les inégalités dans leur dimension territoriale. Parce qu'en réalité, c'est une manière de ne pas parler du fait que la pauvreté, elle n'existe pas pour des raisons territoriales, elle existe pour des raisons de système économique. En gros, il y a des gens qui galèrent, il y en a d'autres qui gagnent de l'argent, il y en a qui ne gagnent pas d'argent en fait. Et ça, c'est indépendant de la question territoriale, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des inégalités qui viennent fondamentalement en fait, de la manière dont on conçoit collectivement le système économique, pas du fait qu'on habite ici ou là. Après, il y a des conséquences qui fait qu'effectivement, la richesse de revenus a tendance à se concentrer dans certains endroits, ce qui exclut les autres, parce que les logements sont trop chers, etc. Donc il y a des phénomènes effectivement territoriaux de répartition de la richesse, mais ce n'est pas l'origine. Se concentrer là-dessus, comme ça a été beaucoup le cas au moment des Gilets jaunes, à tort d'ailleurs, parce que les territoires dont issus les mouvements des Gilets jaunes, ce n'est pas des territoires pauvres, principalement. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas des problèmes et qu'un certain nombre de revendications ne sont pas légitimes, simplement, ce n'est pas des territoires pauvres, il y a clairement... Alors, ils ne sont peut-être pas pauvres, mais ils ont d'autres caractéristiques, comme par exemple, en termes de mobilité, il n'y a pas tellement de transports en commun, etc. Est-ce qu'on peut recouper, en fait, est-ce qu'il y a des paramètres, en fait, à ces territoires d'où viendraient les Gilets jaunes? Alors, il y a des territoires où, effectivement, on est obligé de se déplacer en voiture, parce que ce n'est pas organisé de telle manière, enfin, il n'y a pas une densité qui est compatible avec une structuration de transport en commun suffisamment efficace. Mais là aussi, c'est plus complexe que ça, parce que moi, je pense... Alors, j'avais travaillé un peu sur cette question, je trouve que c'est assez intéressant, c'est-à-dire que les territoires ruraux et les territoires les moins denses, on va dire, en termes d'habitat, qu'on pointe souvent du doigt en termes écologiques, parce que les gens prennent leur voiture, ce qui pose plein de questions économiques à cause du coût du carburant, mais qui pose aussi des questions écologiques, c'est des territoires qui sont globalement, quand on cherche vraiment bien, ils sont plutôt créditeurs en termes écologiques. C'est-à-dire, en gros, le carbone, aujourd'hui, où est-ce qu'il est stocké? Il est stocké dans ces territoires. En fait. C'est là où il y a les forêts, c'est là où il y a des sols libérés, c'est là où il y a l'urbanisation minimale. L'énergie hydroélectrique, potentiellement, elle est là, quoi, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on a toute une série... Les matières premières, elles sont là. En fait, c'est des territoires qui ont l'air d'avoir moins de richesse que les métropoles, parce qu'en fait, la manière dont on évalue la richesse, on pense d'abord revenus, capital, plus-value, etc. Donc c'est clair que c'est mieux à la Défense, avec ce focus-là, à la Défense, il y a plus de richesse que dans le Cantal. Mais par contre, si on pense capital écologique, par exemple, si on pense ressources en eau, etc., il y a les endroits où il n'y a pas cette richesse financière, il y a par contre une richesse latente qui est absolument considérable. Ça veut dire que c'est des territoires, ils sont créditeurs. On leur doit quelque chose. Je parle des métropoles. Les métropoles, quelque part, leur doivent, à un moment donné, ça deviendra quelque chose de très important. Tout ça pour dire que là où les gens se déplacent le plus en voiture, ce n'est pas les territoires qui sont les plus désastreux, j'allais dire, du point de vue
de l'équilibre écologique global. Alors aujourd'hui, Paradoxalement. Aujourd'hui, qui est responsable justement de cet aménagement? Alors l'aménagement du territoire, on est tous co-responsables. Je pense qu'il y a eu des politiques publiques qui ont quand même beaucoup incité le développement. Par exemple, il y a eu des politiques publiques très fortes pour faire des routes. Si aujourd'hui le périurbain fonctionne de cette manière, c'est parce qu'on a investi massivement pour faire des routes. C'est les fameux 65 000 ronds-points. Hein. Un rond-point, ça coûte 1 million d'euros. Hein. Donc ça veut dire qu'on a, en 30 ans, mis 37 milliards dans des ronds-points pour faire circuler les voitures dans le périurbain. Donc ça laisse, par exemple, ça met un bémol, j'allais dire, sur l'idée que c'est des territoires abandonnés. En réalité, c'est de l'argent qui a servi à financer toutes ces routes. Ça, c'est que les ronds-points, qui permettent en fait d'irriguer ce territoire et de le faire fonctionner jusqu'à présent. C'était peut-être pas le meilleur des investissements. Oui, mais c'est de l'argent de l'Europe, c'est de l'argent des régions, c'est de l'argent de l'État, c'est de l'argent des départements, c'est de l'argent des communes, c'est de l'argent public. Donc il y a eu des investissements massifs qui ont favorisé en fait la dispersion et le fait que les gens habitent très loin de là où ils travaillent, par exemple. Après, je pense qu'il y a des stratégies d'entreprise qui fait qu'il y a des effets de concentration, notamment sur les emplois tertiaires, qui fait que les gens n'habitent pas là où ils travaillent. Mais ça, c'est plus lié à notre conception, notre rapport au travail, je dirais, qui est un peu malade et qui fait qu'il faut aller au bureau, etc. Donc c'est en train d'évoluer, c'est en train de changer, mais cette idée de la concentration des emplois tertiaires, qui a quand même, notamment en Ile-de-France, des effets assez désastreux sur les mobilités, c'est quelque chose qui est lié à des stratégies d'entreprise, à des manières de concevoir en fait le travail aujourd'hui. Mais qui peut résister à ça? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des évolutions qui se font par la force des choses, parce que, par exemple, la question de l'évolution du mode de travail, aujourd'hui, dans le périurbain notamment, elle est en train de changer un petit peu, avec le télétravail, etc. Ça vient tout doucement, simplement pour des raisons de coût et des raisons, pas plutôt pour des raisons de coût que pour des raisons écologiques d'ailleurs, même s'il y a un background écologique derrière, mais plutôt parce que c'est trop cher de se déplacer en voiture. Donc l'innovation dans le périurbain, dans les territoires les peu denses, il y a une force d'innovation assez considérable sur la manière d'organiser notre rapport au travail et à la production, qui change dans ces territoires-là beaucoup plus rapidement que dans les grandes métropoles, parce qu'en fait, il y a des conditions en fait, qui font qu'on est obligé de changer, d'adapter, de moins se déplacer par exemple, ne serait-ce que pour des raisons économiques. Donc c'est le travail qui change, c'est pas l'urbaniste qui change la façon dont il aménage la ville. Ça va avec, c'est toujours interdépendant. Après, il y a eu, moi je pense, il y a des responsabilités partagées partout. Il y a dans le développement périurbain qu'on a beaucoup pointé du doigt, mais qui correspond quand même parfois à des valeurs positives, c'est-à-dire que les gens qui vont acheter une maison à 30 km de la ville, il y a plusieurs raisons. Il y a très souvent des raisons économiques, c'est parce qu'ils ont une famille et que dans une grande ville, c'est très compliqué de se loger. Quand on a des revenus, je dirais, médians, de loger une famille dans un grand appartement, ça c'est sûr, donc du coup on cherche la maison. Donc il y a ce côté économique, mais il y a aussi un choix, c'est-à-dire qu'il y a aussi, il ne faut pas non plus, je pense, déresponsabiliser en fait les uns et les autres. C'est des décisions qui sont parfaitement positives aussi, c'est-à-dire je vais acheter une maison parce que j'ai envie d'être dans tel type d'environnement, avec tel type de jardin, etc. etc. Donc c'est pas la responsabilité est relativement collective. Moi je me méfie des discours qui diraient c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. Mais c'est vrai que j'allais dire les politiques publiques n'ont pas été très fines, elles n'ont pas beaucoup anticipé, c'est clair, notamment les élus locaux qui ont quand même beaucoup favorisé le développement résidentiel dans des endroits où il n'y avait pas forcément suffisamment d'emplois. Bon. Alors, demain, mercredi 5 juin à 19h, à la Maison de l'Architecture d'Île-de-France, à Paris, vous participez à une table ronde sur l'aménagement solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire l'aménagement solidaire? L'aménagement solidaire, c'est une question. Ça veut dire, c'est une chose qu'on voit très bien là, sur la région parisienne, en fait, qui a du mal à émerger quand même. En tous les cas, même au sein des métropoles, à un moment donné, ça d'arriver à partager des investissements. C'est-à-dire que dans le développement territorial, si on veut que ça fonctionne correctement, il faut qu'il y ait des péréquations.
C'est-à-dire qu'il faut que les territoires les villes plus riches... donnent. alors c'est déjà le cas, je dirais que ça a été jusqu'à... Moi, là où je suis un peu inquiet, c'est qu'on sent qu'il y a une idéologie là qui est en train elle n'est pas en train de changer là tout de suite, mais en tous les cas ça se renforce très fortement sur par exemple la légitimité de l'impôt, sur le fait qu'on ne peut pas augmenter les impôts, le fait que notamment les impôts des entreprises ou les impôts des plus riches, et on voit bien que ça met en cause en fait un système de péréquation qui fonctionnait encore jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui on est encore dans un état territorial où malgré tout les territoires les moins dotés, les moins, qui ont le moins de chance quelque part, le moins de ressources, bénéficient de redistribution importante. Il y a des territoires qui fonctionnent avec de la redistribution, très clairement. Alors soit de la redistribution publique, de prestations sociales, des aides, des subventions, à tous les niveaux, hein, de l'Europe jusqu'à la région, soit de la redistribution privée, c'est-à-dire en fait des gens qui vont dans ces territoires pour dépenser de l'argent, investir ou en fait qui ramènent en fait du revenu qu'ils ont eu ailleurs sur cet endroit. Donc il y a des gens qui ont travaillé, Laurent Davzy par exemple, géographe qui a énormément travaillé sur ces questions. C'est des phénomènes qui sont bien connus. Et la partie publique de cette redistribution, aujourd'hui, elle n'est pas... qui en fait, c'est le ciment de la République quand même. Enfin, et à l'échelle européenne, je dirais le ciment de l'Europe, parce que c'est à l'échelle européenne que ça joue beaucoup maintenant. Elle est quand même beaucoup plus fragile, idéologiquement, qu'elle l'a été à la fondation de l'Europe ou qu'elle l'a été il y a 20 ou 30 ans. Et ça, c'est très inquiétant, parce que ça veut dire qu'il y a des territoires qui peuvent vraiment décrocher. Les investissements publics, par exemple, sur le train, aujourd'hui, on a décidé, quand le gouvernement décide de réduire la part du train, la part de l'investissement public sur le train, ça fait du mal aux régions les moins riches, c'est clair. Ça ne fera pas du mal, c'est pas à Bordeaux et à Paris que ça va faire du mal. Le TGV Paris-Bordeaux, il sera toujours plein, quel que soit le prix. En fait, c'est deux métropoles très riches qui ont tout intérêt à communiquer entre elles. C'est pas là que le train va faiblir. Par contre, là où le train faiblit, ça met des territoires encore plus en difficulté qu'ils ne le sont. Donc ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est plutôt le basculement vers une espèce d'idéologie de chacun se débrouille et en gros help yourself, et qui est catastrophique et qui est quand même le cadre commun aujourd'hui des politiques publiques actuelles, elles s'inscrivent dans ce cadre-là, malheureusement. Et alors, la métropolisation qu'on voit à l'œuvre dans pas mal de territoires, en France notamment, est-ce que ça va aggraver cette situation ou est-ce que ça va permettre encore plus de solidarité entre les communes ? Moi, je pense que aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure sur la question écologique, moi, je pense que ça va être un élément majeur dans les années qui viennent. Les métropoles vont avoir intérêt à contractualiser avec les territoires qui les entourent par exemple aujourd'hui, en fait, je donne quelques exemples précis, les métropoles veulent construire mieux. Donc elles se disent on devrait construire biosourcé, du bois, du chanvre, etc. Le bois et le chanvre, ils viennent d'où? Ils ne viennent pas de la rue Lafayette, ils viennent des prés, des bois, etc. Donc à un moment donné, les ressources nécessaires au développement de certaines régions vont s'appuyer sur des savoir-faire et des richesses qui sont dans des territoires qui n'ont pas des richesses financières aujourd'hui identifiables et qui ont des revenus beaucoup plus faibles. Et donc, il y aura forcément, je pense, c'est pour parler de manière positive, des relations, on peut dire contractuelles ou sous forme de convention, mais entre des établissements publics de taille différente, métropole ou territoires ruraux. Ça existe déjà, ça a déjà commencé. C'est pareil sur les ressources en eau, c'est pareil sur toute une série de choses qui sont quand même très fragiles et qui vont devenir des valeurs en fait. C'est pour ça que moi je parle de valeurs latentes, c'est-à-dire pour l'instant c'est pas identifié comme étant des valeurs en tant que telles, parce qu'il n'y a pas forcément une valeur financière monétaire, disons, qui leur est associée, mais en réalité c'est des valeurs latentes très fortes. Et donc ça va fabriquer des interactions qui commencent déjà à bénéficier. Aujourd'hui, les emplois créés à la campagne, par exemple, dans des territoires qui ont beaucoup souffert de la désindustrialisation. La campagne, c'est un territoire industriel pendant très longtemps, à cause du fait qu'on utilisait l'eau et le bois pour les usines.
il y a eu une désindustrialisation, ça a fabriqué, ça a eu des effets assez considérables sur les revenus et sur la richesse. C'est en train de se rééquilibrer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'industries qui se réinstallent pour, notamment sur cette question de matières premières, de construction, d'énergie, etc., etc. Donc il y a des effets de rééquilibrage qui se font aussi par l'équation économique, j'allais dire, de qui a besoin, qui dépend de qui, en fait. Donc ça, je pense que ça va être important. Alors, j'ai une dernière question, Frédéric Bonnet. Les Jeux Olympiques, opportunité ou gâchis annoncé, notamment pour les habitants des quartiers populaires? Alors moi, j'ai pas très confiance. Je ne me suis pas du tout occupé de cette histoire. On m'avait proposé à un moment donné de le faire. J'ai pas souhaité m'y associer, mais ça me paraît. Enfin, quand on connaît la manière dont se sont passés, parce que le problème des Jeux Olympiques, c'est que c'est une très belle idée, puis que récemment, c'est devenu une sorte de business gigantesque. Donc il y a des effets de marketing considérables. Donc c'est plutôt quelque chose qui est utilisé pour gagner de l'argent, en gros, quoi. Et je pense qu'il y aura des effets spéculatifs qui font que les quartiers. Alors évidemment, c'est pas ce qui est dans le discours. Dans le discours, il y a du marketing. Aujourd'hui, en urbanisme, il y a beaucoup de marketing, hein. Tout est vert, tout est social et tout est solidaire. La règle, c'est qu'un quartier, il est toujours écologique et solidaire, quoi qu'il arrive. Mais la réalité, c'est rarement ça. 90%, c'est du marketing. Et pas 90, mais enfin quand même une part très importante, c'est du marketing, c'est des effets d'annonce. Et je ne pense pas qu'on se soustraira aux effets spéculatifs qui font qu'il va y avoir ça va accentuer des tensions qui existent déjà. Et je pense pas, moi personnellement, je doute beaucoup de la capacité d'un événement comme les Jeux Olympiques, qui est un événement, ça dure 1 mois, enfin 2 mois si on prend après Paralympique, c'est quelque chose de relativement court. Avoir un impact positif sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, par exemple. Sans doute, mais le territoire de la Seine-Saint-Denis, il n'y a qu'un travail de très très long terme qui peut l'aider au rééquilibrage, pour le coup, de revenus notamment, qui sont complètement décrochés par rapport au reste de la métropole. Merci beaucoup, Frédéric Bonnet.